l'essentiel politique ce soir, c'est avec Adrien Broche. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur des études politiques à l'Institut Via Voice, auteur du portrait moderne de la gauche française. Et dans un instant, avec vous, on va revenir sur la campagne pour les municipales de mars prochain. On est à 6 semaines du premier tour. Jean-Luc Mélenchon était à Roubaix cette semaine, plutôt ce week-end, pour soutenir le candidat LFI. Sébastien Lecornu, lui, a annoncé sa candidature dans l'heure. On évoquera aussi la présidentielle de 2027 avec une primaire à gauche qui divise pour l'instant plus qu'elle ne rassemble. Enfin, le budget 2026 est enfin en passe d'être adopté. La page pourra bientôt être tournée. Mais d'abord, donc, les municipales, officiellement, la campagne démarre le 2 mars prochain, mais les candidats n'ont pas attendu la date officielle pour lancer les hostilités. Vendredi soir, Sophia Chikirou de la France Insoumise et candidate à la mairie de Paris a rassemblé ses soutiens au cirque d'hiver. Ce week-end, c'est Jean-Luc Mélenchon qui était à Roubaix pour soutenir le candidat LFI, David Guiraud. Écoutez-le. Vous pouvez avoir confiance, car nous tiendrons bon. Qui que vous élisiez d'autres, vous aurez affaire à des gens qui vous tromperont. Aux élections municipales et aux élections présidentielles, la seule chose utile à faire pour la patrie, c'est de s'en soumettre. Adrien Broche, la France Insoumise très active ce week-end. On sent qu'elle mise beaucoup sur ses municipales. Comment vous analysez son entrée en campagne ? Oui, c'est déjà un signal en soi parce que c'est pas forcément une coutume pour Jean-Luc Mélenchon et pour la France Insoumise de prendre, j'allais dire, autant au sérieux une élection intermédiaire ou une élection municipale, c'est-à-dire une élection non nationale au sens où on l'entend traditionnellement. On voit, et c'est d'ailleurs le cas pour la France Insoumise, comme pour le Rassemblement national, qu'il y a une prise en charge, une prise en compte assez sérieuse de ce scrutin qu'ils avaient peut-être parfois l'habitude d'enjamber en se projetant directement sur des scrutins nationaux pour différentes raisons, pour éviter d'avoir à peut-être rendre des comptes trop précis sur la gestion technique d'un certain nombre de villes, se projeter en permanence sur des imaginaires nationaux qui sont des imaginaires qui match, comme on dit en bon français, peut-être un peu mieux avec leur sujet de préoccupation. C'est effectivement une première information très, très, très intéressante, je dirais, de ce nouveau scrutin municipal. Le deuxième élément, c'est remporter des villes nouvelles. Exactement, remporter des villes nouvelles, c'est le premier élément. Pouvoir bénéficier d'un ancrage local, on sait que c'est important dans un contexte politique où la désaffiliation, la défiance est extrêmement forte. Donc tout ça, ce sont des enjeux qui sont importants. C'est important aussi, je crois, de souligner qu'il y a une tension entre la nécessité de prendre ce scrutin au sérieux en s'y projetant très concrètement, en investissant un certain nombre de villes, en présentant des candidats, et en même temps, de la part des candidats eux-mêmes, et notamment, je parle plutôt du côté de la France Insoumise et du Rassemblement national, voire de Reconquête, on le voit un petit peu à Paris, de se mettre à distance des étiquettes politiques. C'est-à-dire que c'est très curieux et en même temps passionnant ce qui s'est passé à Roubaix. David Guiraud essaye de manière, tant bien que mal évidemment, c'est une figure importante de la France Insoumise, mais pas non plus une figure de premier plan qui bénéficie d'une cote de notoriété extrêmement forte dans le pays. Il essaye de se mettre un petit peu à distance de la France Insoumise, et là Jean-Luc Mélenchon vient en s'invitant sur ce meeting, parce que je crois que la démarche, elle est plutôt venue de Jean-Luc Mélenchon, de repolitiser, de réétiqueter ce scrutin pour des raisons qui lui sont propres. On voit la campagne de Sarah Knafo à Paris aussi, qui essaye de se tenir à distance de l'étiquette Reconquête. Donc il y a une espèce d'ambivalence entre deux blocs, qu'on appelle parfois deux blocs populistes ou deux blocs de radicalité, de prendre au sérieux ce scrutin, de ne pas l'enjamber, d'en faire un axe important, notamment en préparation des échéances qui vont venir après, et en même temps, certain nombre de candidats assez marqués par une radicalité, de se tenir à distance de leurs étiquettes, et c'est assez intéressant à observer. Le bloc central, lui, est incarné par Sébastien Lecornu, par exemple. Il a annoncé sa candidature à Vernon, dans l'Eure, c'est sa ville natale. C'était quoi le but ? C'est redorer ainsi l'image du gouvernement ? Alors ça peut être redorer effectivement l'image du gouvernement, ça peut être trouver une assise de confiance. On sait que dans tous les baromètres d'opinion aujourd'hui, la figure du maire, la figure institutionnelle du conseil municipal, c'est un des rares socles de confiance qui font, alors pas forcément consensus dans l'opinion, mais qui bénéficient de taux importants. Autour de 60-65% des Français disent avoir confiance dans leur maire, confiance dans leur conseil municipal, dans les
baromètre de confiance, qui devrait plutôt parfois s'appeler baromètre de défiance qu'on connaît, ce sont des scores qui sont élevés. Donc forcément, pour lui comme pour d'autres, c'est un enjeu important. Et puis, lui, c'est ce qu'il dit, c'est chez moi. Donc c'est aussi une affaire d'attache territoriale. Sébastien Lecornu, il bénéficie d'un certain nombre de points d'image qui sont intéressants à observer. On verra ce que ça donne dans la préparation de l'élection présidentielle, en termes de confiance, en termes de sentiment d'humilité. C'est la partition qu'il a jouée depuis maintenant quelques mois, de jouer le moine soldat, de ne pas trop se montrer en communication politique, sur les plateaux télévision, etc. Donc là aussi, c'est pour pouvoir bénéficier, peut-être pour l'avenir aussi, d'un ancrage local, en plus de celui peut-être du parti. Vous parliez de la présidentielle, on passe de 2026 à 2027. La semaine dernière, une partie de la gauche a annoncé la tenue d'une primaire en octobre prochain. Mais ce sera sans LFI, sans le Parti communiste et sans place publique de Raphaël Glucksmann. On sait déjà que parmi les candidats, il y aura la députée de Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain, le président du mouvement Debout, François Ruffin, le socialiste Olivier Faure, l'écologiste Marine Tondelier. Et à ce propos, est-ce que cette primaire peut vraiment unir la gauche, ou bien elle représente plutôt un risque de division? Alors le paradoxe, c'est que cette primaire qui se veut effectivement une primaire d'union est aussi le témoin de la désunion de la gauche, puisque c'est pas une primaire de la gauche entière, mais c'est une primaire qui vient déjà à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle, s'encoder, se glisser entre deux forces politiques qui tentent de se structurer à gauche. Jean-Luc Mélenchon, sur un aspect plutôt radical, populiste, à gauche, et puis Raphaël Glucksmann sur un espace plutôt centriste, plutôt social-démocrate, donc qui viserait à réunir un certain nombre d'électeurs peut-être déçus du macronisme et en même temps un petit peu attentif au caractère répulsif de Jean-Luc Mélenchon, donc il ne pourrait pas aller sur ce vote. Cette primaire-là, en réalité, l'intérêt qu'elle a, ou plutôt la spécificité qu'elle a, c'est de soulever la question de l'espace politique. Quel est réellement aujourd'hui l'espace politique pour une candidature Tondelier, Autain, Ruffin, Faure, peu importe, au milieu des deux pôles Mélenchon-Glucksmann. Jean-Luc Mélenchon sait faire une campagne présidentielle. C'est pas sa première. Il sait gérer les temps de sa campagne. Pourquoi il ne veut pas se soumettre à cette primaire ? Parce que je pense qu'il estime que sa légitimité, fort de son score à l'élection présidentielle de 2022, et son espace politique lui permettent de ne pas avoir à passer par une primaire qui lui coûterait peut-être beaucoup plus en termes de perte de leadership qu'il n'aurait à gagner à s'y confronter. Il n'a pas besoin de ça aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, à tel point, je pense, que un certain nombre d'électeurs qui pourront aller voter à cette primaire de la gauche dite unie pourront au final voter Mélenchon par une forme de dynamique de vote utile, parce que j'exclus pas du tout qu'il y ait à nouveau un vote utile pour Jean-Luc Mélenchon, même si les circonstances sont un petit peu différentes. Mais le connaissant en termes politiques, sachant son habileté à mener une campagne, à rattraper un certain nombre d'électeurs qui peuvent, les années précédant le scrutin, s'en éloigner, marquer leurs doutes, mais il sait très bien à ce moment-là les mobiliser, voire verrouiller ce vote-là. Donc la question de cette primaire-là, de est-ce qu'elle ira effectivement au bout, et du devenir du candidat qui remportera cette primaire-là, c'est encore des points d'incertitude qui sont très importants aujourd'hui à gauche. Ça ne garantit rien. Et le vainqueur de cette primaire-là n'est absolument pas garanti, pour la simple et bonne raison que déjà la candidature de Raphaël Glucksmann est probablement beaucoup plus fragile qu'elle n'apparaît actuellement. Il est donné dans les enquêtes d'opinion entre 11, 12, 13, voire parfois 14% d'intention de vote. Le chemin jusqu'à l'élection présidentielle est long. On a vu qu'il y a un certain nombre de choses qui se sont pas très bien passées pour Raphaël Glucksmann, et encore une fois, son devenir dépend beaucoup de ce qui se passera au centre et au centre droit aussi, et de l'éventuelle concurrence qu'il pourra y avoir. Donc effectivement, cette primaire-là, on va la suivre de près. Maintenant, je crois qu'il faut être très prudent sur ce qu'elle pourra augurer comme grand rapport de force politique à gauche. On revient à une actualité beaucoup plus proche de nous pour terminer, l'adoption du budget 2026. On en voit enfin le bout. Après un dernier recours vendredi au 49.3, Sébastien Lecornu va s'exposer à nouveau ce lundi à 2 motions de censure issues de la France Insoumise et du Rassemblement National. Le rejet à prévoir de ces motions vaudra alors pour adoption définitive du budget de l'État. C'en est donc terminé dans quelques heures, dans quelques jours de ce budget. On en a parlé pendant des mois, plus de 350 heures de discussion au Parlement. Est-ce qu'on en a tiré des leçons pour l'année prochaine, ou ce sera rebelote dans quelques mois ?
Il y a de fortes chances que les débats soient reconduits. Alors, je pense que là, on tourne une page qui commençait à être urgent de pouvoir tourner. Évidemment, c'était des enjeux absolument centraux pour la conduite de l'État. Du point de vue plutôt de l'analyse de ce que ça a pu avoir comme effet dans l'opinion, c'est, je pense, d'abord une forme de technicisation de la politique à laquelle on a assisté pendant des mois qui, effectivement... c'est en même temps utile et en même temps le penchant est un peu irrémédiable, quoi. Forcément, vous allez vous engager, et c'est ce qu'on a eu l'occasion de constater dans des débats extrêmement techniques sur des articles. On est tous devenus constitutionnalistes. On est tous devenus effectivement un peu constitutionnalistes, et ça, malheureusement, on pourrait se dire que ça apporte énormément de compétences techniques dans la population française. Le problème, c'est que souvent, on constate plutôt que la population française et les Français se lassent un petit peu de ces débats-là, qui sont en même temps une machine à dépolitiser en même temps qu'ils sont centraux. Donc c'est pour ça qu'en général, on essaye de leur donner une forme de vernis politique. Et là, la crise institutionnelle s'étant à ce point-là cristallisée, il a fallu trouver des portes de sortie, justement, avec des systèmes d'alliance, etc. Maintenant, on va voir, et on revient à ce qu'on se disait à l'instant sur les prochains scrutins, quels sont les rapports de force politiques qui vont se construire à partir de ça. On a beaucoup commenté le soutien du Parti socialiste, ou en tout cas son appétence à pouvoir discuter. Est-ce qu'il va en payer le prix, j'allais dire, d'un aspect négatif, c'est-à-dire sanctionné par des électeurs? Est-ce qu'au contraire, ça va être une forme de maturité qui va lui être reconnue? C'est les enjeux qu'on va pouvoir analyser dans les mois qui viennent. Et que l'on suivra avec beaucoup d'intérêt tous les dimanches dans l'Essentiel Politique. Merci à vous, Adrien Broche, d'avoir été notre invité. Tout de suite, c'est le Journal de l'Afrique présenté par Fatima Taouane, et on se retrouve juste après.